Émotion au CHU de Pointe-à-Pitre. Un incendie s'est déclaré en tout début d'après-midi. Les malades ont été évacués. Le feu a été circonscrit, mais l'épaisse fumée noire qui se dégage de l'établissement devrait conduire à une évacuation complète. C'était aujourd'hui la journée consacrée à la scoliose. Cette pathologie qui saisit la colonne vertébrale et la déforme peut être soignée, à condition qu'elle soit diagnostiquée tôt. Vous verrez dans le reportage d'ATV comment un jeune adolescent a pu s'adapter et vivre avec sa maladie. Le tourisme en Guadeloupe, ça marche. La fréquentation hôtelière dans notre archipel est en hausse. La destination attire des touristes français, mais aussi de l'étranger. Pourquoi ceux-ci choisissent la Guadeloupe? Nous le verrons dans ce journal. Et le conseil municipal de Basse-Terre a adopté l'ouverture des magasins plusieurs dimanches dans le courant de l'année 2018. Mais Marie-Luce Panchard prévient, l'arrêté ne sera pris que si les organisations syndicales et patronales sont consultées comme le prévoit la loi. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Et nous ouvrons ce journal avec cet incendie survenu aux alentours de 15 h dans un local technique du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Si celui-ci a pu être circonscrit, les équipes sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'éteindre les flammes. On regarde tout de suite les précisions de Jacques Canval. C'est en tout début d'après-midi qu'un incendie s'est déclaré dans un local technique du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme, à proximité des urgences. Sitôt arrivés sur place, les pompiers ordonnaient, dans un premier temps, l'évacuation de la maternité, des services d'urgence et de la réanimation. Devant la persistance de ce feu, dont on ne connaît pas encore l'origine, la quasi-totalité des patients étaient finalement évacués. Dans un calme relatif, voici ce qu'en disait vers 16 h le directeur adjoint du CHU, Alain Philibert. Grosso modo, après le déclenchement de l'incendie, on a évacué d'abord tous les services critiques, urgence, réa, bloc, etc. On a attendu un peu pour évacuer, puis maternité. On a attendu un peu pour évacuer les autres services. Bon là, il semblerait que la fumée monte et donc on va évacuer les autres unités. L'idée maintenant, c'est de sécuriser tous les patients. Donc d'évacuer le plus possible de personnes et de pouvoir sécuriser les patients, les allonger, les mettre à l'abri en attendant qu'on puisse maîtriser ce début d'incendie où il y a en fait beaucoup de fumée et sans qu'on sache vraiment pour l'instant on puisse dire comment ça évolue. Des patients pourraient être évacués vers d'autres établissements des environs. Une cellule de crise a été activée par la préfecture, la direction de l'établissement et le service départemental d'incendie et de secours. Si les malades ne peuvent pas regagner leur lit dans la soirée, il est certain que l'on se retrouverait confronté là à un véritable casse-tête en termes de logistique. Et puis ce soir, l'ensemble du personnel soignant, médical et technique du CHU est appelé à rejoindre immédiatement le centre hospitalier, à l'exception du personnel de réanimation qui doit se rendre aux eaux claires. Je rappelle que ça concerne le personnel médical et soignant qui était normalement de service cette nuit. Et après le déblocage des dépôts obtenus en référé par la direction, les négociations tardent toujours à démarrer dans le conflit Carulis. Le GTG, qui promettait un durcissement du mouvement, a finalement assoupli sa position ce matin. Le reportage d'Yvan Lemar sur cette grève entrée dans sa 3e semaine. Les négociations sont toujours au point mort. Hier, après avoir bloqué le SMT, le syndicat mixte des transports, donneur d'ordre de la STAC, les grévistes ont été reçus par la direction de la structure. Nous expliquer le SMT, revendication, nous, augmentation de salaire, harmonisation des salaires, à travail égal, salaire égal pour tous les chauffeurs. Nous parler aussi des problèmes là que nous avons rencontrés là par rapport à la régularisation des heures supplémentaires et faire des preuves à l'appui puisque nous étudions des fiches de paie à des salariés. Aussi là, nous avons rendu compte que dans le temps de travail là, il y a fait par mois là, il y a un paquet à l'aide supplémentaire et ça n'a pas correspondre. Il n'y a pas pris en compte en fait dans le salaire là qu'il y a payé là. Donc nous faisons comprendre pourquoi aussi nous pas signer un accord d'entreprise là puisqu'il a visé à organiser le travail là, mais nous ne pouvons pas organiser, mettre les salariés dans une situation comme ça si nous pas ni pour clarification, pour transparence, s'il est décontouré. Donc nous montrions aussi que nous pas ni pour volonté de plomber l'entreprise là et des revendications nous, puisqu'elle nous dit que toutes les revendications capables de revalorisation de primes, transport, entretien, télécommunications, nous que voyons dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à 2018. Selon la direction de la STAC, 70% des lignes du réseau Carulis ont été rétablies. Du côté des grévistes, on reste déterminé. Il faut savoir que les gens qui ont dit dans la nuit en l'eau, qui ont vu les salariés, qui ont compris le combat là, bon après pour des raisons personnelles, autres, pas qu'à suivre, mais surtout il faut savoir qu'on dit dans l'entreprise là qui a fait rouler sous des horaires continus en fait, ils ont fait une journée de travail. Donc la preuve que le mouvement nous a perturbé et que
Il n'y a pas ni le choix en fait, il faut réussir. Enfin, il organise des services minimum en gens, mais le mouvement là a perturbé quand même. Là, nous avons un processus, nous allons mettre chaque monde devant responsabilité à eux, qu'il soit SMT, qu'il soit la région aussi, qu'il soit entreprise là, parce que nous apprentons nous. Donc au bout d'un moment, il faut discuter, il faut nous faire discuter avec nous, il faut nous faire négocier avec nous. Cet après-midi, les grévistes ont été reçus par Harry Chalus, le président de région. Le SMT devrait rencontrer la direction de la STAC puis les grévistes demain. Jeudi, une nouvelle rencontre entre les deux parties est prévue. Climat électrique dans plusieurs exploitations agricoles. Depuis le dernier mouvement de grève mené par la CGTG, plusieurs ouvriers de la banane ont été licenciés dans plusieurs exploitations pour cause d'insubordination. Selon le syndicat, il s'agirait de sanctions répressives. L'éclairage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Il était interdit de circuler au sein de l'exploitation pour des raisons de sécurité. La direction a mis un emplacement à disposition des ouvriers. Tout le monde respectait la consigne, sauf 2 salariés, aujourd'hui licenciés pour insubordination. Certaines exactions avaient été commises, notamment avec des véhicules. Un salarié s'était servi de son véhicule comme véhicule bélier pour tamponner celui d'un agent de sécurité. Suite à ça, nous avons pris des dispositions. Nous avons choisi de limiter l'accès des véhicules uniquement au personnel de l'encadrement et au personnel administratif. Aucun moyen de dialogue, toujours une confrontation, de l'insubordination. Je suis venu sous huissier, leur demander pour la dernière fois de bien vouloir retirer leur véhicule. Oui. Ce à quoi ils m'ont répondu que d'une part, ils ne retiraient pas leur véhicule. L'un d'eux m'a dit qu'il viendra le chercher demain matin pour me montrer ça. Donc c'est un rapport de force, un combat perpétuel. Donc on a respecté la procédure, on a fait un entretien préalable. Actuellement, la société est en redressement. Le syndicat juge ces licenciements abusifs à Bois-Debout, mais aussi dans les autres exploitations. Pour leurs représentants affiliés à la CGTG, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il virait Alex Cocoyen et Pif Cadier au Laurent. Sous prétexte qu'ils ont monté ces sites-là, sans autorisation, pour y aller travailler. C'est pas raison là. Raison là, c'est qui j'en vais faire bas. Je de là qui a savoir debout, qui bas 150 personnes travaillent, alors qu'il plantain qui 35% à banane. Et savoir debout là, qui a loué 523 hectares et il y a qui 182 en banane par n'importe qui moyen. Yo que mettre travailler dehors, yo ça même si yo réintégré quand nous sorti dit procédure entamée. La CGTG a décidé lors de son assemblée générale hier soir d'appeler à une mobilisation le 12 décembre de tous les ouvriers agricoles contre tous les licenciements. La centrale exige la réintégration des ouvriers licenciés. Et puis fin du conflit qui affectait les activités de la Poste. Mobilisé depuis le 14 novembre, le syndicat Sud-PTT Gois a pu faire reculer quelque peu la précarité en obtenant par-ci et par-là un CDI, un équivalent temps plein. Reportage Yvan Lemar. L'ensemble des centres courriers est officiellement opérationnel depuis hier. Des accords ont été trouvés pour les 8 centres courriers touchés par le mouvement de grève, c'est-à-dire Anse-Bertrand, Pigeon, Saint-François, Capesterre-Bello, Basse-Terre, Le Moule, Les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Selon le syndicat Sud-PTT Gois, de nombreux points de revendication ont été satisfaits. Avec ces accords, 7 CDI, 6 mutations et 8 tournées supplémentaires ont été obtenues. Autre obtention, le report de la réorganisation du travail dans le centre courrier de Basse-Terre. Du côté de la direction, on se réjouit que le dialogue social ait permis de sortir de ce conflit. Concernant la distribution du courrier et l'ensemble des activités postales, aucun retard n'a été enregistré. Et parlons maintenant santé. Chaque année, l'unité pédiatrique du CHU de Pointe-à-Pitre organise une consultation spécifique pour des enfants atteints de pathologies compliquées à prendre en charge. Pour cette nouvelle session, les équipes médicales ont choisi de s'intéresser aux patients atteints de scoliose. Les jeunes patients ont ainsi pu bénéficier d'une consultation et d'un projet médical destiné à corriger leur déformation. Une bouffée d'oxygène pour les parents. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Pour ces consultations spécifiques annuelles, le CHU de Pointe-à-Pitre reçoit des enfants atteints de scoliose cette année. Katie Richard accompagne aujourd'hui son fils Kylian pour cette visite post-opératoire qui aidera le jeune homme à mieux vivre avec sa pathologie. C'est difficile, avoir un enfant en situation de handicap plus une scoliose prononcée, c'est très difficile.
Mais je vais quand même dire, on fait avec. Des fois, il a mal. Quand il a mal, on sait. Quand il a mal, il nous le dit. Donc, on le couche. Et ou bien, il est dans son fauteuil. Mais c'est vrai que le quotidien, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais comme je dis, c'est un combat. Et on mène le combat, tous. Et je pense qu'aucun parent ne souhaite ça. Mais bon, c'est arrivé. Donc, quand les médecins nous ont appris qu'il ne sera pas comme tous les autres enfants, on s'est dit, c'est un combat à mener. Et puis, on fait avec. Pour Christin, âgé de 17 ans, c'est en 2015 que la scoliose a été détectée. Pourtant, ce jeune homme plein de vie ne renonce pas à sa passion, le sport. Je voulais m'inscrire dans un club de basket et je suis allé voir un médecin du sport qui m'a examiné, m'a fait enlever mon t-shirt et en m'examinant, il avait remarqué une déformation du dos. Il m'a envoyé au CHU pour voir un médecin spécialisé. J'ai su que justement j'avais une scoliose. Et j'ai suivi un traitement, j'ai porté différents types de corsets. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, j'arrive bien à gérer ma scoliose. Parce que bon, ça fait un moment quand même, je commence à être habitué. J'évite de porter des sacs trop lourds pour aller à l'école. Et je fais aussi beaucoup de sport, ça aide pour la scoliose, de la natation, du foot. Au niveau du sport, en fait, ce qui est gênant, c'est plus le fait que la déformation cause parfois des problèmes respiratoires. Donc, avant de savoir que, avant que ça soit évolué, je faisais beaucoup de sport à la base de 6 heures d'affilée. Des fois, et là, j'étais obligé de baisser le niveau, de faire par exemple 2 heures, 3 heures. Et malgré ça, après le sport, il faut quand même des petits massages, des petits étirements plus approfondis pour réussir à éviter des douleurs qui sont des fois très gênantes. Cette pathologie qui déforme la colonne vertébrale se développe surtout durant la puberté, sauf cas exceptionnel. 90% des scolioses sont non évolutives, mais cependant, 10% d'entre elles peuvent évoluer. Et ces consultations permettent justement de les détecter et de les traiter efficacement avant l'âge adulte. Et pour aller plus loin concernant ce sujet, le chirurgien orthopédiste de l'unité pédiatrique du CHU est avec nous sur ce plateau. Docteur Tiaviri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le seul et l'unique chirurgien orthopédiste de ce service. On l'a vu dans ce reportage, ce jeune qui arrive à mener une vie plus ou moins normale, de faire du sport malgré sa scoliose. Que représente cette maladie en Guadeloupe? Vous êtes dans un service, vous êtes le seul chirurgien. Qu'est-ce que ça représente? Et qu'il y a énormément de malades, de personnes qui souffrent de cette pathologie. En fait, la scoliose, c'est une déformation au niveau du dos. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont une déformation du dos qui a une scoliose. Alors en Guadeloupe, cette maladie représente quand même une centaine d'enfants qu'on suit tous les ans. Et en fait, si on va aller plus loin, on a à peu près 15 à 20 enfants qui sont être obligés d'évacuer aux métropoles pour une intervention chirurgicale pour ce type de maladie. Connaît-on son origine? Y a-t-il un facteur génétique? C'est ça ce qu'il faut connaître, c'est que 80% des enfants qui sont scoliotiques, qui sont atteints de scoliose, c'est ce qu'on appelle des enfants idiopathiques. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause exacte de la scoliose. Donc seul le 20% où on connaît, où il y a des causes exactes, comme les maladies neurologiques, comme des maladies génétiques, mais le 80%, pour le moment, on ne peut pas savoir exactement la cause. Comment savoir si on a, oui ou non, une scoliose? Vous parliez tout à l'heure de ces cas qui y ressemblent, mais où ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément cette pathologie. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de voir un spécialiste. Comme ça, on saura exactement si c'est une scoliose ou pas. Soit c'est les médecins traitants, soit un orthopédiste. Mais quand on a une déformation au niveau du dos, quand on a des douleurs qui sont devenues chroniques, qui gênent, quand on fait du sport, il vaut mieux aller consulter pour faire le dépistage. Est-ce que cette scoliose est irréversible? Non. Une scoliose, quand on a cette déformation, c'est irréversible. C'est pour ça que c'est important d'aller le dépister tôt. Parce que ce qu'on fait maintenant sur le traitement, c'est d'essayer de faire en sorte que ça n'évolue plus. Parce que les scolioses qui vont évoluer, ce sont des scolioses qui sont graves et qu'on va obliger d'opérer. Donc il faut le dépister tôt parce que quand on a une scoliose, on a une scoliose.
On parlait tout à l'heure de le fait d'avoir cette maladie lorsqu'on l'a. Est-ce qu'on peut se soulager, par exemple, parce que si je fais appel à un ostéopathe, est-ce qu'il peut aider un enfant atteint par la scoliose? Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire quand même pour soulager, c'est surtout de renforcer le dos. Donc là, les séances de gainage qui sont faites par des kinésithérapies qui sont spécialisées peuvent améliorer donc ce gène au niveau du dos. Et aussi, il y a des traitements orthopédiques, ce qu'on appelle les corsets, qu'on peut mettre chez les enfants, qui va éviter l'aggravation de cette scoliose. Parlons du service pédiatrique justement du CHU de Pointe-à-Pitre. Vous êtes le seul chirurgien. Est-ce que ce service semble démuni face à la demande de ces malades? Non, on n'est pas forcément démuni. Le problème, c'est que il faut quand même des plateaux techniques beaucoup plus avancés pour traiter la scoliose. C'est pour ça qu'on fait appel à ces collègues qui viennent de métropole pour amener l'expertise. L'idée, in fine, c'est de pouvoir prendre en charge quand même ces enfants qui sont en Guadeloupe, qui atteignent de scoliose, pouvoir les opérer à Pointe-à-Pitre. Parce que c'est quand même difficile pour la famille et pour l'enfant d'aller se faire opérer, de rester 2-3 mois en métropole et de revenir après en Guadeloupe. Donc si on a quelqu'un qui sont experts, qui vont nous aider à prendre en charge ces enfants ici en Guadeloupe, ce sera bien pour nous. Monsieur Dr Tiaviri, normalement, ces journées devaient se poursuivre demain, mais en raison de cet incendie qui est survenu au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, la question est de savoir, est-ce que vous pourrez continuer, est-ce que vous en savez plus ce soir? Non, on n'a pas plus d'informations comme tout le monde. On va sûrement communiquer et appeler les enfants pour leur tenir informés. Merci Dr Tiaviri d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous parlons maintenant d'une autre question à Basse-Terre. L'ouverture des commerces le dimanche a été en tout cas approuvée par le conseil municipal. Mais Marie-Louise Ponchard, le maire, a sorti cette autorisation à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés, comme le veut la loi. Qu'en pensent les commerçants? Et puis on regarde tout de suite le reportage de Karen Zama. En 2018, les commerces de la ville de Basse-Terre seront ouverts exceptionnellement pendant 8 dimanches, sur décision du conseil municipal du 23 novembre dernier. Une nouvelle qui provoque des réactions mitigées chez les Basse-Terriens. C'est une bonne chose, quoi. Ça sera plus animé, quoi. Parce que c'est vrai que le dimanche, tout est mort à Basse-Terre. Ah ben ce sera mieux pour tous les gens qui travaillent, même la semaine, puissent venir faire ces petites affaires. Je suis satisfaite, même pour les touristes qui viennent en Guadeloupe, ça va rapporter un plus pour la Guadeloupe. Parce que quand nous sortons, nous allons dans des pays, on trouve les magasins ouverts. Moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose, simplement parce que la vie de tout être humain, travaillant toute la semaine, a besoin de jours pour se reposer. C'est une première chose. Au quotidien, dans la semaine, lorsqu'il est 5h30, les commerçants Basse-Terre est vide. Donc les mêmes gens qui demandent l'ouverture du dimanche, ce sont les mêmes gens qui la semaine ne font pas fonctionner la ville. De leur côté, les commerçants et leurs employés se disent eux prêts à jouer le jeu. C'est une très très bonne chose. Il faut absolument changer les mentalités à Basse-Terre. Il y a beaucoup de travail déjà de la part des commerçants pour changer les mentalités, donner aux gens l'envie de se balader à Basse-Terre le dimanche. Sauf qu'effectivement, il nous faut mettre autour de cette ouverture une vraie campagne attractive pour pouvoir permettre aux gens de venir pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas à Basse-Terre juste pour faire du shopping. Il faut qu'ils viennent pour se détendre, il faut qu'ils viennent pour se balader avec les enfants, que ça soit un vrai loisir pour eux de venir à Basse-Terre. Et effectivement, nous les commerçants, nous pourrions rester ouverts. Si pour l'année 2018, une délibération portant sur cette question a été adoptée, pour cette fin d'année 2017, les commerçants espèrent l'indulgence du maire quant à leur décision d'ouvrir leur commerce les dimanches 24 et 31 décembre prochains. L'année 2017, nous n'avons pas eu d'autorisation. Sauf que le 24 décembre de cette année et le 31 décembre de cette année tombent un dimanche. Donc nous allons ouvrir. Les commerçants vont ouvrir. Je pense que nous aurons une tolérance de la municipalité, à savoir également que nous pouvons ouvrir sans salariés. Maintenant, au bon vouloir de nos salariés, s'ils sont prêts à venir avec nous travailler, je pense qu'il n'y aura aucun souci, puisque les salariés aiment aussi leur ville. Et nous sommes prêts à rebondir sur des occasions comme ça pour relancer l'activité rapidement à Basse-Terre.
Sans autorisation de la municipalité, les commerces de la ville seront ouverts les 24 et 31 décembre prochains. Et des perturbations en perspective sur le réseau routier. Route de Guadeloupe lance cette semaine une série de travaux à Capesterre-Belle-Eau et aux Abîmes. Ceci pourrait bien perturber considérablement la circulation. Le détail avec Anne-Elisabeth Artsen. Depuis hier, Route de Guadeloupe a entrepris des travaux dans le secteur de Capesterre-Belle-Eau, modifiant le sens de circulation. L'opération consiste à changer les zones chaussées à Capesterre du côté de Fromager. Et pour cela, nous allons faire un basculement de chaussée. Donc nous allons obliger les automobilistes, pour la bonne cause, à utiliser une seule voie pendant une première semaine et l'autre voie pour la semaine suivante. C'est-à-dire que nous allons traverser la chaussée, mais tout cela sera bien évidemment bien signalé. Donc nous demandons aux automobilistes de faire preuve de prudence, de patience et de respecter toutes les signalisations qui vont être mises en place. À la Jaille aussi, certains travaux sont réalisés, mais cette fois de nuit, afin de limiter les contraintes pour les automobilistes. Concernant la Jaille, nous allons faire une reprise de terre-plein centrale à partir du pont de la Jaille sur à peu près 600 mètres. Donc pour cela, nous allons mettre en place aussi une signalisation. Et bon, cela va être un petit peu plus complexe puisque nous allons mettre en place une déviation en passant par le boulevard des Armées pour les gens qui sortent de Pointe-à-Pitre qui vont à Baie-Mahault et pour les autres qui sortent de Basse-Terre qui vont passer par Jarry. Ces travaux de remplacement de joints de chaussée auront lieu donc du 27 novembre au 15 décembre à Capesterre-Belle-Eau, tandis que ceux réalisés à la Jaille dureront environ 3 jours, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 30 novembre. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. La cote de popularité de la Guadeloupe ne cesse de monter et ça se ressent dans les hôtels. Et puis le styliste Patrice Marie-Alphonsine de la maison Dior, ligne homme, livrera ses secrets de confection. Notre archipel est la destination préférée des touristes français et à en croire le nombre de clics effectués sur le moteur de recherche Google. Ceci est probablement en rapport avec la progression de la fréquentation hôtelière. Au premier trimestre 2017, la fréquentation hôtelière exprimée en nuitée a augmenté d'un peu plus de 6% par rapport à la même période en 2016. Analyse et commentaires de ces bons chiffres avec Linda Kayarsi. L'augmentation de la fréquentation hôtelière repose à la fois sur la progression de la clientèle française et le retour des étrangers, notamment grâce à la mise en place de la liaison Guadeloupe-États-Unis assurée par la Norwegian Airlines. Dans le détail, les nuitées de clients étrangers augmentent de 6%, tout comme celles des clients de l'Hexagone. La part des nuitées étrangères au premier trimestre reste stable à 25,6%. Les nuitées progressent particulièrement dans le haut de gamme, plus 14%. Ces établissements classés 3, 4 ou 5 étoiles représentent 86% de l'offre hôtelière globale en chambre et réalisent 87% des nuitées hôtelières de la Guadeloupe en 2017. Ce sont les étrangers qui privilégient l'hôtellerie haut de gamme, plus 3% de nuitées supplémentaires. Les clients français, quant à eux, font plus souvent le choix de fréquenter les hôtels de 1 ou 2 étoiles. Enfin, la fréquentation hôtelière est en hausse pour la deuxième année consécutive. Cette embellie se confirme dans un contexte de fin d'épidémie du Zika. En résumé, le secteur du tourisme se porte plutôt bien. Les chefs d'entreprise du secteur font état d'un premier trimestre 2017 positif en termes d'activité. Le nombre de passagers hors transit à l'aéroport Paul Caraïbes continue d'augmenter, plus 3,8%. Les efforts d'investissement devraient se poursuivre, mais à un rythme moindre. La bonne tenue du secteur devrait aussi se maintenir au prochain trimestre, selon l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Et l'une de nos équipes est allée à la rencontre de ces visiteurs. Nous avons souhaité savoir ce qui les a motivés à se rendre sur notre île plutôt qu'une autre. Une compilation réalisée par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Ça fait 20 ans qu'on vient dans votre beau pays, c'est notre pays de cœur, oui. On a fait comme tous les touristes au début, on est venu sur Grande Terre et maintenant on est sur Basse Terre et on a des amis antillais maintenant et on vit local, survie aux habitants. Comment le soleil? J'arrive de Bordeaux, là-bas il pleut, il fait froid, donc on a pris 15 jours, une semaine ici et puis une semaine à Martinique. On voulait faire une petite île et puis on s'est dit on va aller prendre un peu de soleil avant d'affronter la neige de Paris. Moi j'adore le soleil déjà, dépaysement total par rapport à la métropole. Donc c'est un vrai plaisir. Puis les gens ici sont très très accueillants, très souriants, donc ça fait du bien.
La Réunion, j'ai quitté toute petite, hein. Donc en fait, on découvre d'île en île, hein. C'est agréable, voilà. Et puis on y est bien. Là aujourd'hui, on a fait une location de voiture. Ouais. On en profite toutes les deux. C'est pour le soleil, pour la beauté des paysages, pour l'accueil. Aussi l'accueil, très bel accueil en arrivant et très bel accueil depuis. Donc très bien, super. Déjà pour le site, le climat. Parce qu'on avait un copain là chez qui on pouvait venir, tant qu'on s'est dit on va en profiter. Parce que c'est très beau, c'est magnifique, on était déjà venu une fois, donc on voulait montrer ça aux enfants aussi. Et on s'en lasse pas, il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et c'est une première en Guyane, un atelier haute couture était organisé dans le cadre de la manifestation appelée Journée Prestige. Pour cette première édition, l'association à l'initiative de l'événement a fait appel au talent du styliste Patrice Marine Alfonsine, le numéro 3 de la ligne de vêtements Dior Homme. Reportage Jonathan Lariot. Dans cette salle, les regards ne perdent aucune seconde de la démonstration de Paco Marie Alfonsine. Ce styliste de renom réalise en quelques coups de feutre et de ciseaux le travail d'une semaine d'un couturier lambda. 3 minutes pour dessiner sur la base de la robe et j'ai dû prendre 15 minutes pour tirer un patron de robe droite de la machine. Grosso modo, 20 minutes à passer. Et si je vous dis de faire ça en 30 minutes, vous devenez fou. Durant sa dernière journée en Guyane, c'est devant des professionnels et quelques amateurs de couture que Paco étale son parcours de vie. Phare de son expérience et de sa technique, c'est un moment d'anthologie pour son public. Il a démystifié pas mal de choses dont on avait déjà une vague idée, on pourrait dire, une idée bien précise. Mais il nous a bien motivés en nous expliquant d'une part que bon, on se complique la vie. Donc de nous la simplifier en utilisant des techniques et des méthodes beaucoup plus simples. C'est une vision réaliste de la mode, c'est une vision fraîche, une vision humaine, une vision dont on a besoin sur le territoire guyanais. Mais loin d'être venu apporter une solution miracle à ces passionnés de couture, c'est plutôt sur la mentalité à avoir qu'il appuie son discours. Mon travail, c'est de sensibiliser mon auditoire sur le bon schéma mental qui lui permette d'être autonome, pas d'être dépendant de ma façon de faire les choses. Ma façon de faire les choses, elle me va à moi parce que je l'ai développée en fonction de ma personnalité, de mon contexte, etc. Et je ne peux pas l'appliquer à un autre individu. Par contre, je peux le sensibiliser sur l'état d'esprit qu'il doit avoir, ce à quoi il doit faire attention pour créer sa propre méthode et sa propre trajectoire. La venue de ce styliste est possible grâce à l'association Beautiful Box. Son objectif, fédérer un monde professionnel dont les acteurs sont bien trop souvent esseulés. Le but de l'association Beautiful Box, justement, c'est de partager, de rassembler, de promouvoir et de former tous ces artisans, tous ces artistes, j'ai envie de vous dire, qui ont du potentiel, qui ont un bagage, qui ont des projets, qui ont de l'ambition, mais seuls n'arrivent pas forcément. Paco Marie Alfonsine quitte le territoire ce soir pour regagner la maison Dior à Paris. Il laisse derrière lui un vivier de couturiers plein d'espoir, prêts à avancer ensemble pour le bien de la profession en Guyane. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave, au Cap Estarbelo ou encore les Saintes. Des coupures sont prévues demain dès 18 h avec un retour à la normale dans les robinets. Le lendemain à 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis, aux Abîmes, de 13 h à 17 h 30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0 590 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 28 novembre. Nous l'avons vu, cet incendie qui s'est déclaré en tout début d'après-midi au CHU de Pointe-à-Pitre. Les malades ont été évacués, le feu a été circonscrit. Ce soir, l'ensemble du personnel soignant, médical et technique de service cette nuit doit rejoindre immédiatement le site de l'hôpital. Et puis c'était aujourd'hui la journée consacrée à la scoliose aussi au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette pathologie qui saisit la colonne vertébrale et la déforme peut être soignée à condition qu'elle soit diagnostiquée tôt. Le tourisme en Guadeloupe, ça marche. La fréquentation hôtelière dans notre archipel est en hausse de près de 6%, d'un peu plus de 6%. La destination attire des touristes français, mais aussi de l'étranger. Nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre de ces visiteurs.
Et le conseil municipal de Basse-Terre a adopté l'ouverture des magasins plusieurs dimanches dans le courant de l'année 2018. Marie-Luce Planchard prévient, l'arrêté ne sera pris que si les organisations syndicales et patronales sont consultées comme le prévoit la loi. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.